bonjour à tous, bienvenue bien sûr. Pour les modalités, donc il y aura un tirage au sort ici. Tous les noms des candidats ont été mis dans le bocal de gros bulles. Et je vais tirer au sort chaque nom. On va enchaîner les 15 passages de manière à ce que ce soit assez fluide. Évidemment, on prendra le temps d'applaudir chaque passage. Et à l'issue des 15 passages, le jury ira délibérer pendant une dizaine de minutes. Minutes pendant lesquelles on va vous demander de rester ici dans la salle en attendant l'annonce des résultats. Et ensuite, nous aurons un petit goûter à l'extérieur. Voilà. Donc nos candidats sont prêts? On va dire qu'ils êtes prêts. Nous avons tous déjà été des moutons. En effet, nous avons tous déjà suivi l'opinion commune, l'opinion du groupe, plutôt que la nôtre. Nous avons tous déjà fait taire cette petite voix dans notre tête et qui nous disait « Carpe diem », les fameux mots du poète Horace qui nous rappellent à quel point la vie est si courte et qu'il faut surtout oser et en profiter. Comme vous l'avez compris, je vais vous parler du conformisme. Mais je ne vais pas m'attarder sur le conformisme qui n'a pas de grandes conséquences, comme par exemple le conformisme vestimentaire. Je vais vous parler d'une autre forme, selon moi, beaucoup plus dangereuse pour la société, celle de la pression de groupe. Une pression qui peut mener jusqu'à la violence. Il est toujours difficile d'exister et de se faire de nouveaux amis. Nous avons peur de ne pas être acceptés par un groupe. En particulier lors de l'adolescence, cette période de la vie où traîner avec des amis semble être une obligation pour paraître normal. On observe de nos jours de nombreux jeunes qui se sentent mal dans leur peau et qui, de ce fait, sont prêts à tout pour appartenir à un groupe. Ainsi, pour éviter tout conflit et pour enfin faire partie du groupe qu'ils rêvent tant de rejoindre, ils se taisent, écoutent les soi-disant chefs de cette meute, adhèrent à leurs idéologies et se laissent dominer. Ce qu'ils ne comprennent pas, pour le moment, c'est que cette meute représente un danger pour eux. Parmi les 3 types de conformisme, celui-ci s'appelle la complaisance. Son but, s'oublier soi-même pour ne pas être oublié du groupe. Après cela, ils vont devoir prouver leur loyauté envers ce groupe et faire leurs preuves. Et c'est à partir de ce moment exact que la phrase de Jean-Paul Sartre « L'enfer, c'est les autres » prend tout son sens. Ce groupe va, dans un premier temps, les obliger à commettre des actions imprudentes, mais, selon eux, amusantes, telles que boire à outrance diverses sortes d'alcool, fumer ou bien encore voler. Toutes ces actions, ils vont les faire, car ils veulent appartenir à un groupe. Ils se rassurent en se disant que c'est comme ça pour tout le monde, dans chaque groupe, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ces personnes les manipulent. Après toutes ces actions immatures, vient le moment où ils vont être obligés de commettre quelque chose de beaucoup plus dangereux, de commettre l'irréparable. On leur a toujours dit que la violence ne résout rien et qu'il ne faut jamais l'employer, mais pourtant, à cause de cette pression de groupe, ils vont tout de même le faire. Et surtout, ils ne vont pas réagir face à ce danger. Ils vont entrer dans ce qu'on appelle l'ignorance collective. Un phénomène où on se convainc que tout va bien, qu'il n'y a pas de danger, et qui se résume donc à l'ignorance face à une agression ou à un accident. À travers ce discours, je veux simplement vous montrer l'effet dévastateur que peut provoquer la pression de groupe. Je ne dis pas que tous ces actes et agressions sont commis par des personnes sous influence, mais il ne faut pas oublier que ce phénomène social se répand de plus en plus aujourd'hui dans notre société et que, malheureusement, de nombreux jeunes deviennent inconsciemment les marionnettes de personnes manipulatrices. Si nous laissons encore ce fait social se propager, cela deviendra le chaos. Car comme l'a dit le sociologue Jacques Ellul, le conformisme constitue le totalitarisme de demain. Vouloir appartenir à un groupe, c'est normal. Mais il faut leur prouver qu'il y a des limites. Et surtout, leur prouver que leur voix vaut autant que celle d'autrui. Il faut les aider à croire en eux et à trouver leur propre chemin. Car selon la pensée d'Albert Einstein, celui qui se contente de suivre la foule n'ira jamais plus loin qu'elle. Celui qui suit son propre chemin est susceptible de se trouver en des lieux où nul ne s'est jamais trouvé. Merci. Je m'appelle Mathilda.
Jeune femme argentine de 18 ans à l'époque, elle a avorté un soir tard, seule, dans la ville de Buenos Aires. Son compagnon de l'époque avait payé secrètement un médecin après avoir emprunté de l'argent à des amis. Finalement, il n'était pas venu, considérant qu'il avait accompli son devoir. Ainsi, elle était partie, seule, dans une salle où attendaient déjà une vingtaine de femmes. Cette pièce était un immense garage, froid, où étaient disposés de manière désordonnée 15 lits. Après un certain temps d'attente, un médecin est venu la chercher, l'a allongée, anesthésiée, puis Mathilda s'est endormie. Au bout d'1 heure et demie, Mathilda est ressortie, nauséeuse, désorientée, et le corps douloureux de l'opération. Voici le quotidien de 49% des femmes qui avortent dans un pays où l'acte est interdit par la loi. Ces femmes sont obligées de se rendre dans des lieux douteux, dans des conditions misérables, sans hygiène et sans accompagnement mental. 47 000 femmes meurent chaque année d'un avortement clandestin. Et si je suis aujourd'hui devant vous, c'est pour vous parler de ma conviction pour le droit à l'avortement, qui devrait être reconnu et accepté par tous. Tout d'abord, chaque femme devrait être libre de sa vie et de sa sexualité, mais plus important encore, de son droit sur son propre corps. Chaque femme devrait se sentir libre ou non d'avorter. Alors, un avortement est-il un meurtre ? Voyez-vous, ce qui se trouve au sein de l'utérus de la femme n'est pas encore considéré scientifiquement comme un bébé, un enfant. C'est un amas de cellules qui s'appelle embryon, et cela jusqu'à 8 semaines de grossesse. L'embryon survit grâce au corps de la femme en lui puisant son énergie et sa force. L'embryon ne pense pas, ne réfléchit pas, ne parle pas, éléments étant cruciaux car ce sont eux qui font de nous des êtres humains. Alors pouvons-nous déjà considérer l'embryon comme un être humain à part entière ? De même, une femme peut être amenée à avorter car elle souhaite faire ou finir ses études, ou alors elle a déjà des enfants et n'en désire pas plus. La femme est malade ou en manque de moyens financiers pour subvenir aux besoins de l'enfant. La femme a subi un viol. Mais encore tout simplement, la femme ne souhaite pas d'enfant. De toute façon, peu importe la raison, je considère que le choix d'une femme qui décide d'avorter devrait être indiscutable. C'est son corps, sa santé, son bonheur que nous risquons de mettre en danger en lui interdisant d'avorter. Vous rendez-vous compte des conséquences dramatiques que cela aurait ? Enfin, si le droit à l'avortement n'est pas autorisé ou alors qu'il est contesté, eh bien j'ai peur que nous ayons dans notre société des femmes avec des enfants qu'elles n'auront pas désirés et qu'elles soient malheureuses. De plus, cet enfant ressentira que peut-être sa mère ne l'aime pas ou peu, qu'il n'a pas été désiré. Il a été prouvé qu'un enfant grandissant sans amour et sans affection se développe mal. Il peut avoir des malformations, des troubles psychologiques, des tendances dépressives. Et ce n'est pas cela que nous souhaitons pour notre société, n'est-ce pas ? Des femmes privées de leurs droits et des enfants malheureux. Alors oui, certains pensent que l'avortement est un crime, un drame, et je me dois de l'accepter. Mais si un jour je devais tomber enceinte, alors c'est à moi que reviendrait le droit de choisir d'avorter ou non, d'être mère ou non, et personne ne devrait donner son avis là-dessus, car c'est mon corps et ma liberté. Ainsi, ne pensez-vous pas qu'il vaut mieux laisser le choix aux femmes de décider pour elles-mêmes, même si cela peut déranger à nos valeurs ? La vie est trop courte et chacun devrait avoir le droit de choisir la sienne, notamment si elle doit être avec un enfant ou non. Je dis oui à l'avortement et je serai toujours là pour le défendre. Merci. Chers camarades, cher auditoire, ce matin vous avez déjeuné un café, un thé ou peut-être de la pâte à tartiner. Lui, ce matin, est comme tous les autres matins depuis que son enfer a commencé. Pour bien débuter la journée et s'assurer de son obéissance aveugle, on lui sert de l'alcool plutôt qu'un café, ou encore de la drogue plutôt que de la pâte à tartiner. Ce matin, vous avez eu la chance de vous lever pour aller à l'école. Lui, il ne sait ni lire ni écrire. En revanche, ses très chers professeurs lui ont appris les rudiments des mathématiques en comptant les corps qu'il a tués et les balles qu'il a tirées. Ou encore de la mécanique, puisqu'il sait démonter, remonter et même se servir d'une kalachnikov. Ce matin, les enfants innocents jouent peut-être à la guerre. Chala, lui, ne joue pas à la guerre.
Il l'a fait. C'est un enfant soldat. Chers camarades, cher auditoire, tout cela n'est pas une fiction. Chala n'est pas un personnage. Il a passé 3 ans dans un camp d'entraînement de Daesh après avoir été enlevé à ses parents à l'âge de 10 ans. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Alors, écoutez ce que Chala dit. Une fois, il nous montrait comment couper la main à un homme. Une autre fois, comment tirer une balle dans la tête. La 3e fois, c'était comment couper la jambe. Aujourd'hui, si je prends la parole devant vous, c'est pour vous faire prendre conscience de la gravité de ces mots. Ces mots d'enfants qui n'en sont plus, car on leur a enlevé, arraché, volé leur enfance, leur innocence et leur insouciance. Chala a vécu la barbarie au quotidien. À 13 ans, il a tué plus de personnes qu'il ne peut en compter. Car pour lui, tuer est devenu aussi facile que n'importe quelle autre activité. Car tuer est devenu sa réalité. Et cette réalité est commune à plus de 300 000 enfants dans le monde. 300 000 enfants sont aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, encore enrôlés, utilisés, recrutés dans une guerre dont ils ne connaissent que la réalité de tuer. Vous êtes-vous déjà demandé combien de personnes ont été tuées par des enfants ? 300 000 enfants sont drogués, traumatisés et transformés en véritables machines à tuer. Chers camarades, chers auditoires, 300 000 enfants soldats, c'est 300 000 vies arrachées, c'est 300 000 destins brisés. Ni vous, ni moi avons imaginé une enfance pareille. Alors pourquoi eux, la pauvreté, l'abandon, le rejet, l'injustice, sont-ils des justifications à leurs souffrances? Ces souffrances physiques, mais aussi psychologiques, car on les a violés, torturés et déshumanisés. Oui, déshumanisés. Car est-il humain de forcer un enfant à tuer? Tuer jusqu'à sa propre famille, en le persuadant de la légitimité de son acte? Victor Hugo écrit « L'enfance appelle à venir ». Mais comment peut-on espérer un avenir en paix si les enfants, citoyens de demain, vivent de guerre, de haine et de violence? Comment pouvons-nous oser rêver de ce monde alors que des générations sont élevées des armes meurtrières entre les mains? Ces enfants sont avant tout victimes, pris au piège et impuissants face à ces atrocités. Ces enfants méritent, comme tout enfant, de vivre en paix et de rêver d'un avenir dans lequel tuer ne rime pas avec liberté, stabilité ou réalité. Alors, je vous le demande à vous, mes camarades, changeons les balles contre des livres, les armes contre des stylos et la violence contre l'enfance. Merci. La paix est la seule bataille qui vaille la peine d'être menée. Albert Camus. Est-ce que vous êtes d'accord avec le sujet? La paix, c'est simple, il suffit juste de la comprendre. Alors je vous demande à tous d'être ancrés dans le moment présent, là. Ne pensez pas après, ne pensez pas avant. Soyez là. Vous avez des émotions en ce moment? Vivez-les, ces émotions, parce que c'est une chance de ressentir. Toi, là-bas, t'es triste? Mais vis là, cette émotion. Toi. Oui, toi, t'es en colère? Vis-la. Alors peut-être que vous avez la flemme de m'écouter, mais vous allez quand même écouter. Vous y trouverez la paix. Faites-moi confiance. Alors toujours en restant dans le moment présent, imaginez-vous un monde sans haine, sans guerre, sans violence. Alors moi j'ai trop de questions là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'aujourd'hui on manque de paix? Peut-être que vous voulez la paix. Votre collègue aussi la veut. Là-bas, ils la veulent. On en a besoin de la paix. Alors, on va commencer. Alors déjà, comment la trouver? C'est hyper simple. Il y a 1000 façons différentes. Je vais être honnête avec vous, il y en a qui vont très très bien la trouver autour d'un petit feu de bois avec des copains, avec une cigarette, et d'autres à danser sur du Joule ou du Gilbert Montagnier. Mais non, mais en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas tant que la paix ne nuit pas à autrui? Elle est en vous. Alors, c'est malheureux. Écoutez-moi. Aujourd'hui, on manque de paix. Je m'explique. Est-ce que vous, comme moi, on peut comprendre l'orientation sexuelle, les religions, la différence de couleur de peau, sans se battre, sans faire la guerre?
Non. Ok? Non, c'est pas possible. Dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas possible. Et bien justement, ces deux choses-là, on va les inverser. Parce qu'aujourd'hui, comme demain, ça va être possible de comprendre toutes ces choses-là, mais sans faire la guerre, sans se battre. Parce qu'on va changer nos mentalités et évoluer dans un monde sain. J'avais une question pour vous. Est-ce que vous trouvez ça normal que des gens se mettent le gun sur la tempe, mais pour la trouver, la paix? Bah oui. Quand ce monde manque de sagesse, forcément tu vas la trouver ailleurs, ta paix. Plus personne t'en mettra là-haut. Alors je veux que tous, les suicidaires, les harcelés, les solitaires, les dépressifs, retrouvent la paix qu'ils ont perdue de vue depuis longtemps. Et pour ça, on va changer nos mentalités et évoluer dans un monde sain. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous avez une question en vous. Est-ce que c'est dur d'obtenir la paix? Est-ce que c'est dur de l'avoir, la paix? Bah oui, Clément, la vie c'est pas tout beau, la vie c'est pas tout rose. Je sais. Je vais vous raconter quelque chose de personnel. Moi, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que j'attends que mon frère revienne de là où il est. Ça fait 13 ans que ma mère le regarde sur les photos de famille, espérant qu'il sera sur la prochaine. Ça fait 13 ans que mon père l'attend à l'école, espérant le revoir un jour. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? La mort, c'est une réelle injustice et une triste réalité. Mais écoutez-moi tous. Vous, écoutez-moi. Il y a plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Merci, Jean-Dor Messon, pour cette citation. En fait, tout ça pour vous dire que ça fait bien longtemps que j'ai fait la paix avec la mort. En fait, c'est pas compliqué, parce que la paix, elle attend juste avec impatience que tu viennes la chercher. Alors demain, menacer notre prochain, mais c'est fini. Les violences verbales, conjugales, physiques, mais c'est fini. Alors, il y a un truc qui est drôle, je pense que vous avez remarqué, j'ai pas employé le meilleur des langages pour ce discours, mais vous avez très bien compris de quoi il s'agissait. Alors, s'il vous plaît, ne retenez pas une petite morale à 2 balles, genre du style « Arrêtez de souffrir, je veux voir un sourire ». Non, moi je veux qu'on la transmette ensemble, la paix, je veux qu'on l'accueille ensemble. Parce que je l'ai cherchée pendant beaucoup trop longtemps. Et j'ai arrêté dès que j'ai compris qu'elle était en nous. Merci. Mon cher journal, nous sommes le 7 octobre 2021. Et voilà déjà une semaine que Chanel est partie en voyage scolaire. Dans 3 jours, c'est mon anniversaire. Et elle n'est toujours pas rentrée. Pourtant, elle m'a promis d'être là à tous mes anniversaires. En plus, je ne comprends pas. Pourquoi ses amis viennent pour parler avec papa et maman? Pourquoi on nous offre des fleurs avec son prénom écrit dessus, alors que Chanel n'est même pas là? Ces derniers jours, papa et maman ne font que pleurer. Et lorsque je leur demande pourquoi, ils me répondent que leur fille leur manque. J'ai envie de leur crier que moi aussi, ma sœur me manque. En tout cas, j'espère qu'elle s'amuse bien, car c'est vraiment nul sans elle. Mesdames, messieurs, Chanel ne reviendra pas. Elle s'est pendue le 30 septembre dernier au jeune âge de 12 ans. C'était la 18e adolescente de l'année 2021 qui a préféré mettre fin à sa vie plutôt que subir le harcèlement qu'elle vivait au quotidien. D'après des associations telles que Hugo, près de 10% des enfants subiraient du harcèlement scolaire. Un peu plus d'1 enfant sur 10 a subi ou subit du harcèlement scolaire. Alors, cher auditoire, forcément une personne ici est considérée comme une victime. Vous? Alors que faire lorsque l'on apprend que la majorité de celui-ci débute au collège, mais aussi à l'école primaire? L'école primaire, vous rendez-vous compte? Les enfants y rentrent à seulement 6 ans et en ressortent à 10. Comment est-ce possible? Je vous le demande. Comment à 10 ans peut-on avoir vécu un tel traumatisme? Combien d'innocences ont été volées? À ce jour, 23% du harcèlement scolaire débute à l'école primaire et touche des enfants qui n'ont même pas 10 ans. Le harcèlement, c'est des insultes, des coups, des bousculades,
c'est l'humiliation, la solitude et des blessures, un chamboulement psychique irréversible. Car un enfant victime de harcèlement ne sera plus jamais un enfant comme les autres. Cette gamine, au sourire resplendissant et aux joues bien rondes, ce garçon, plus petit que ses copains, mais tout aussi gentil. Et ce garçonnet qui a une maladie et qu'aucun enfant ne veut toucher par peur de l'attraper. Berk, si je te touche, je vais être comme toi. Cette gamine est aujourd'hui anorexique. Ce garçon ne parle jamais et s'est renfermé sur lui-même avec la conviction d'être plus nul que les autres. Et le dernier, me direz-vous, n'a jamais eu d'amis, ne s'est jamais senti aimé. Ce dernier petit garçon s'est suicidé. Car non, chaque enfant n'aura pas la force de lutter. Mais pour chacun, en tout cas, ce sera un réel traumatisme. Certains deviendront plus forts. Certains seront à jamais timides et réservés. D'autres développeront des troubles alimentaires, mentaux. Car avant le suicide, combien se scarifient? Combien se regardent dans le miroir en ne voyant que ce qui leur a été répété? Tu es laide, tu es grosse, personne ne t'aime. Car oui, il faut savoir qu'officiellement, seulement 6% du harcèlement a été dénoncé. Le chiffre de 10 provient d'associations engagées qui expriment explicitement que ce nombre est juste minime face aux nouvelles formes de harcèlement et aux cas quotidiens qui ne sont juste pas dénoncés. Car même en face d'un écran, les insultes blessent. Le cyberharcèlement touche 3 enfants sur 10 à l'école primaire, 7 adolescents sur 10 au collège et près de 9 adolescents sur 10 au lycée. Alors arrêtons de banaliser cette simple bousculade ou cette insulte si futile qui n'a alarmé personne et qui était pourtant un combat quotidien pour l'enfant. Aujourd'hui, je me bats pour Noëlla, 11 ans, Chanel, 12 ans, Marion, 13 ans, Dina, 14 ans, Christopher, 16 ans et tant d'autres. Tous mineurs qui se sont donné la mort pour apaiser leur âme qui n'a pas vécu comme celle d'un enfant normal. Comme l'a dit Émile Zola, devant la mort, toutes les querelles finissent. Cette mort qui leur a ouvert les portes d'un paradis éternel qu'ils n'ont jamais pu connaître de leur vivant. Alors mesdames, messieurs, prouvons que ces noms sont révolus dans un monde où les enfants vont pleinement retrouver leur innocence. Merci. Une femme n'a qu'une envie, c'est qu'on parle de son physique, non? Et puis elle a le droit d'être en colère que si elle a ses règles ou qu'elle est hystérique. Et c'est à elle de choisir si elle est consentante, n'est-ce pas? Les réponses à ces questions, vous les connaissez très bien. Parce que nous sommes des femmes en 2022. Être une femme en 2022, c'est être jugée constamment sur nos choix vestimentaires. Je peux porter un crop top sans vouloir être abordée ou harcelée. Je peux porter un maillot de bain sur la plage sans vouloir être abordée ou harcelée. Je peux porter une mini-jupe ou un short en cuir sans vouloir être abordée ou harcelée. Je peux porter des talons hauts, une robe moulante et du rouge à lèvres en boîte de nuit sans vouloir être abordée, harcelée ou violée. Et par-dessus tout, je peux décider de ne pas porter de soutien-gorge, pas pour attirer votre regard à tout prix, mais tout simplement parce que je n'en ai pas envie. Être une femme en 2022, c'est ne pas pouvoir rentrer chez soi sereinement. Par exemple, à pied. Femme de 25 ans, violée dans les Pyrénées-Atlantiques lorsqu'elle rentrait chez elle. Une autre de 30 ans, violée à plusieurs reprises en rentrant à son domicile à Nice. Parfait, je vais me faire accompagner par des amis. Une femme de 19 ans se fait violer dans Seine-et-Marne lorsqu'on la raccompagne chez elle. Eh bien, autre solution, je peux prendre les transports en commun. Là, au moins, il y aura du monde. Une femme se fait violer dans un train de Philadelphie d'une douzaine de passagers pendant 10 minutes sans qu'ils ne réagissent. Une autre se fait agresser dans un métro de Lille sous les yeux des passagers. Eh bien, autre solution, je peux demander à un chafi, un taxi ou un chauffeur Uber de me ramener chez moi. Anaïs tente désespérément de porter plainte contre son chauffeur Uber qui l'a violée. Dernière solution, se faire ramener par un policier. Clara, tabassée et violée par 2 policiers. Être une femme en 2022, c'est encore subir des expressions comme « avec vos débardeurs, vous déconcentrez les hommes ». Non mais tu vas pas sortir comme ça quand même, respecte-toi.
Tu t'habilles vraiment comme une pute. Elle s'est faite violer? C'est pas étonnant vu comme elle était maquillée. Bah, t'avais l'air partante, donc même si tu hurlais et que tu te débattais, je t'ai sauté quand même. Être une femme, en 2022, c'est subir des négociations de 2h30 lorsque l'on refuse de coucher. Ça paraît si insensé que ça? En fait, être une femme en 2022, c'est être regardée, suivie, abordée, touchée, jugée, agressée, effrayée, rabaissée, minimisée. C'est douter, se remettre en question car on a peur d'avoir mérité tout ça, de ne pas avoir été assez clair, de s'être assez défendue. Être une femme en 2022, c'est ça. Mais être une femme en 2022, c'est avant tout faire partie d'un groupe de battantes, motivées comme jamais pour défendre nos droits, nos idées et nos privilèges. Être une femme en 2022, c'est voir les clichés brisés, comme les femmes et célébrités qui n'ont pas peur de montrer leurs poils. Parce que oui, messieurs, nous avons des poils. Être une femme en 2022, c'est être héritière des combats menés par des féministes engagées et enragées en soif de liberté. Des femmes comme Simone de Beauvoir, Olympe de Gouges, Simone Veil, Christine de Pizan, George Sand et plein d'autres encore. Comme l'a si bien dit Gandhi, appeler les femmes le sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Et si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Et oui, nous, les femmes de 2022, on est une révolution, une fierté, une gloire. On a de l'audace, un besoin insatiable de nous faire entendre et de faire bouger les choses. Nous sommes fortes, accomplies et sublimes. Nous sommes femmes. Merci. Connaissez-vous l'histoire de l'œuf et de la poule? De la poule et de l'œuf. Cette histoire qui vous force à choisir un des deux camps. Il y a ceux qui sont plutôt poules, plutôt ramage et plumage, ou encore poule qui veut plaire, comme l'a écrit Monsieur de La Fontaine. Et il y a le camp des œufs, au plat, mollet ou dur. Dur comme la tête de ceux qui sont sûrs que notre œuf était bien le premier. D'ailleurs, puisqu'il faut entrer dans le dur, vous allez comprendre pourquoi cela n'a pas été possible tout de suite. Avançons dans la genèse de notre invention pour savoir à quel point elle a été importante. Nous pourrions remonter le temps et commencer par Lucie, notre ancêtre commun. Oui, parce que Lucie avait bien le même problème que chacun de nous, problème récurrent à toute l'histoire de l'humanité, comment se nourrir facilement. Croyez-moi, Lucie n'aurait pas choisi entre la poule et l'œuf, elle aurait mangé les deux. Enfin, laissons Lucie à son festin et voyons donc comment l'homme moderne pallie ce souci de restauration. Depuis toujours, il a cherché des techniques de conservation des aliments, séchage, boucanage, salage. Et finalement, c'est Nicolas Appert qui vous permet à tous d'avoir dans vos placards un véritable loto alimentaire sous forme de boîte de conserve. Alors ça y est, me diriez-vous, nous l'avons enfin, cette merveilleuse invention qui nous permet de moduler tomates et poissons, sardines et cochons, maïs et potirons. Mais passons. L'humanité enfin sauvée par un inconnu au bataillon d'exploration. Pour autant, pouvons-nous... Mais non, non, non et non, car il faut voir les choses en face. Certes, notre boîte est une belle, une merveilleuse, une magnifique invention. Pour autant, pouvons-nous la qualifier comme l'invention avec un grand I? I comme idiot petit enfant qui ne sait quoi en faire entre ses mains. I comme impossible d'entrer dans le dur. I comme ignorant la façon de l'ouvrir. Combien de doigts coupés, combien de bras cassés, de pieds perforés, de couteaux massacrés, de larmes versées. Savez-vous quand le compte s'est arrêté? Parce que, si l'on revient en arrière, vous vous rappelez l'œuf et la poule. Finalement, même s'il faut choisir son camp, les deux étaient là en même temps. Tandis que notre invention, celle avec le grand I majuscule, eh bien, celle-là est arrivée 50 ans après.
50 ans après, cette fois un inconnu des brigades spéciales nous l'a apporté, vous l'aurez deviné, l'ouvre-boîte. Le Graal d'Arthur bien sûr, mais aussi de tous les affamés aux doigts coupés, aux pieds perforés, aux bras cassés, de tous les couteaux massacrés et des larmes versées. Alors il n'y a pas lieu de se poser la question. Le camp des après a gagné. L'ouvre-boîte a fait son entrée. Je lui offre la couronne de l'invention en retard, la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pourrez toujours aller vous faire cuire un œuf. Mesdames, messieurs, comment faites-vous pour dormir? Comment trouvez-vous le sommeil alors que nous détruisons chaque jour notre planète, notre environnement, notre vie à tous? Je suis ici pour vous ouvrir les yeux. Je le fais pour ma génération, pour l'humanité tout entière. Partout, on entend de nombreux discours en faveur de l'écologie. Partout, on voit les manifestations du peuple. Et pourtant, ceux qui dirigent ce monde ne les écoutent pas, ne les entendent pas, ne les voient pas et continuent de détruire la planète. La guerre du Vietnam et ses herbicides en 1954, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, les immenses incendies en Amazonie et en Australie en 2019. Je continue. Les catastrophes écologiques qui ont eu lieu ces dernières années sont innombrables. Mais bien sûr, les politiques en ont fait des choses. 1972, première conférence sur l'environnement par l'ONU à Stockholm. 1995, première COP contre le réchauffement climatique. 1998, accord de Kyoto qui promettent des progrès écologiques. Mais bien sûr, aucun résultat. Il ne nous reste aujourd'hui plus que 3 ans pour réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre avant que tout ne devienne irréversible à cause de notre inaction. Il est dans notre devoir de citoyens de nous révolter. Il est urgent de nous réveiller. Vous connaissez le premier article de la Déclaration de Stockholm? Il est dit dedans que chacun doit avoir le droit de vivre dans un environnement écologique, sain, dans le bien-être et la dignité. Comment vivre dans le bien-être alors que chaque action de notre quotidien abîme notre planète parce qu'on ne nous donne pas les moyens de faire mieux? Comment même envisager de faire des enfants si c'est pour leur donner un avenir incertain? L'incertitude dont tout le monde est victime aujourd'hui est terrible. Chaque jour, des écosystèmes et des espèces disparaissent à cause de nous. La mer se remplit de plastique à cause de nous. La terre se réchauffe, les océans montent, de nouvelles catastrophes naturelles apparaissent à cause de nous. Et que faire alors? Il faut, dans tous les cas, qu'on ralentisse, qu'on arrête de consommer, de fabriquer, se réfléchir à autre chose qu'à notre profit. Au lieu de ça, comme d'habitude, on repousse, on laisse couler, on met des limites qui prendront effet en 2030, 2050, mais en 2022. On fait quoi? Il ne nous reste aujourd'hui... Même si on veut agir à notre échelle, en tant que citoyen, ça ne suffit pas. Il faut que nos lois et notre mode de vie collectif changent drastiquement. Et il y a tellement de choses à faire. Mais il faut faire vite. Alors à nous de jouer. Pour que ma génération vive une vie entière. N'agissons pas demain pour aujourd'hui, mais aujourd'hui pour demain. Merci. Claude François. Tout le monde connaît Claude François.
Si vous ne le connaissez pas, c'est soit que vous n'avez aucune culture musicale, soit que vos parents écoutaient Johnny Hallyday à la place. Bon, ne vous inquiétez pas, je vais vous le présenter. Claude est né le 1er février 1939. Il était chanteur, danseur, musicien et producteur dans les années 1960 et 1970. Avant cela, ses parents lui donnaient des cours de violon. Mais ça ne subvenait pas réellement aux grandes envies du garçon qui voulait devenir une star. Alors, il commença dans un orchestre. Mais son maigre salaire n'était pas vraiment assez, alors il persista encore, et finalement il emménagea à Paris pour commencer sa vraie vie de star. Depuis, la plupart de ses tubes sont connus et aimés de tous. Mais était-il populaire comme il le souhaitait? Claude François était-il un mec branché? Tout d'abord, qu'est-ce qu'être branché? Selon Internet, la définition d'être branché est le fait d'être au courant de tout ce qui est à la mode et qui, de ce fait, connaît le succès. Vous savez, le grand succès, comme Michael Jackson, Madonna, ou encore Christophe Maé. Non, pas Christophe. Bref, c'est en 1962, lorsqu'il est surnommé Clo-Clo, qu'il connaîtra son premier succès, avec Belle, Belle, Belle. Il en connaîtra d'autres, avec Alexandrie Alexandra, Le lundi au soleil, ou encore Belinda. C'est bon? Bon, maintenant que vous les avez tous et tous chantés et ou dansés dans vos têtes, on peut affirmer que nous connaissons tous ces tubes. Sinon, vous commencez sérieusement à m'inquiéter. En se basant sur ces chansons populaires, on peut affirmer que Claude François était à la mode de son époque. Il était branché, même en chantant encore cette même mélodie. Cependant, le terme branché a plusieurs sens. Et sur un plan plus électrique, la définition d'être branché signifie être relié à une source d'énergie. Bon, je vous rassure, je ne vais pas vous parler d'une théorie du complot qui dirait que Claude François se rechargeait tous les soirs avec une batterie d'iPhone chargée en cou. Non. Cependant, je suis désolée pour les plus fragiles d'entre vous, et je vais devoir revenir sur un événement tragique. La mort de Claude. Malheureusement, revoir Clo-Clo est une chose qu'on n'aura jamais. Et c'est le 11 mars 1978 que Claude François mourra dans sa baignoire lors d'un simple accident de ménage. Alors, vous me direz, comment? Eh bien, Claude François voulait se rendre utile, comme d'habitude, en changeant son ampoule grillée. Simplement, il n'a pas pensé aux conséquences de son acte. Il avait l'appétit d'aider. Il avait plus d'appétit qu'un barracuda. Alexandra. Pourtant, il l'avait déjà dit dans Magnolia Forever. Je me brûle souvent les doigts. J'aurais dû faire attention, Claude. C'était la fois de trop. C'est alors que Claude, les deux pieds dans l'eau, cria comme son ampoule. En un éclair. Nous pouvons donc conclure que Claude François était un mec branché. Et ce, sur tous les plans. De son vivant jusqu'à sa mort. Waouh, cette couleur vous va à merveille. Combien de fois avez-vous entendu ce compliment alors que vous avez délibérément choisi une couleur horrible? Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce bébé! Vous extasiez-vous devant vos amis alors que leur nouveau-né ressemble à un gremlins? Les « T'inquiète chérie, tu n'as pas grossi » et les « Désolé, je n'avais pas vu ton message ». Celui qui n'a jamais menti, qu'il me jette une pierre. Et celui qui n'a jamais juré de dire la vérité et rien que la vérité, qu'il fasse de même. Opprimé par la vérité, on n'aurait pas d'idée. C'est le mensonge qui nous fait avancer. Il nous permet de rêver, de nourrir notre imaginaire, d'enrichir nos croyances. Nous mentons plus que nous le pensons. Toutes les études le montrent. La tâche est devenue aisée, naturelle, je dirais même consensuelle, tellement répandue. Par les temps qui courent, le mensonge est devenu ni plus, ni moins qu'un outil de survie sociale. Nous sommes, vous êtes, sous perfusion du mensonge. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, et tous les mensonges ne sont pas fondamentalement mauvais. Il ne peut échapper à votre opinion que mon excès de lyrisme me serve de toile de fond à mon discours mensonger. Je le sais. Pensez-vous que moi, Théa El Khoury, ici présente devant cet honorable jury,
vais être préoccupé à rétablir la vérité? Choisiriez-vous de me dénoncer? Ou respecteriez-vous le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs entre professeurs et étudiants? Iriez-vous jusqu'à compromettre ma liberté d'expression, ce qui ne fera que renforcer la frustration de ceux qui estiment ne pouvoir s'exprimer? Quitte à proférer des propos mensongers? Des fake news, dirait Trump. Le mensonge n'est qu'une vérité déguisée. C'est par exemple grâce au mensonge qu'on obtient du succès aux yeux d'une quête amoureuse lorsqu'on cherche à lui ressembler. De mon point de vue, l'amour n'est qu'un jeu de poker menteur entre deux personnes. À moins d'en avoir honte et de voir son nez s'allonger. Il n'y a que Pinocchio qui a une fée bleue qui rôde quelque part au-dessus de sa tête pour lui rappeler sa propre vérité. Comme diraient les arracheurs de dents, mentir ne fait pas souffrir. Mais la vérité, c'est que je suis une grosse menteuse. Je suis en train de mentir à tout le monde, à mes amis, à ma famille, mais surtout à moi-même. Je fais semblant d'avoir de l'éloquence, cet art de trafiquer, de persuader. Ce n'est ni plus, ni moins que de la propagande. Un simulacre de discours osé et assumé, qui s'apparente plus à de l'affabulation qu'à une fable de la fontaine. Tout ça pour me prouver que j'ai des choses à dire? Vous n'avez rien compris. Encore un mensonge. Picasso disait que l'art est un mensonge qui nous fait saisir la vérité. Mais la vérité, au fond, eh bien, je ne sais pas ce que c'est. À chaque fois que je me pose la question, ça m'horrifie et ça me donne comme une envie de tout abandonner. Comme tous les menteurs, je reste fermement attachée à la vérité et m'attache à vous parler avec toute franchise. Si je me persuade de cela, si j'y crois assez, je finirai par vous convaincre. Vous finirez par y croire, et peut-être qu'un jour, la vérité ne sera plus un mythe, et le mensonge deviendra vérité. Pour ne pas mentir, il suffit de croire à ce que l'on dit. Si on dit le faux, on sera juste dans l'erreur. Ça s'appelle de la bonne foi. Alors, pour arrêter de mentir, je me répète en boucle. Tout va bien, je vais bien. À vous de méditer et de vous poser la question suivante. Ai-je menti ces dernières heures? Ai-je été sincère en disant bonjour aux voisins, à la concierge? Eh bien, j'ai comme un doute. J'ai constamment peur que les autres me regardent. J'ai constamment peur d'être jugée par elle, par lui, par ceux qui ne le connaissent pas. Chaque jour, j'essaie d'être quelqu'un d'autre que moi, d'être différente, pour ne pas attirer leur attention et avec un peu de chance, disparaître. Mais je perds toujours à jeu-là. Et ce matin, comme tous les matins, je les vois s'approcher de moi. J'ai les jambes qui commencent à trembler, le cœur qui s'accélère et les larmes qui menacent de couler. Mais le pire, c'est ce cri qui reste coincé dans ma gorge comme si je ne pouvais pas appeler au secours. Baisse les yeux, t'es trop maigre, personne ne t'aime, mais regardez là cette bouffonne. Oh, tu veux appeler ta maman au secours? Dans cette situation, j'ai la sensation de quitter mon corps, comme s'il était anesthésié et que je voyais la scène de plus loin, très loin dans le couloir. Parce que je suis trop ci, parce que je suis trop ça, parce que je suis trop moi. Il est tard et j'ai l'esprit engourdi, mais je reste éveillée parce qu'on me prive de mes nuits, de mes jours. On me donne ce poids duquel je ne peux pas me débarrasser. Cette journée qui est normale est rythmée par insultes, humiliations et peur. C'est pourquoi, quand j'ouvre les yeux dans mes rêves, ils ne seront plus à mes côtés. Ils ne me feront plus souffrir. Le problème avec les rêves, c'est qu'ils se transforment vite en cauchemars, de ceux qui ne cessent jamais vraiment lorsque l'on s'éveille. Et une fois les yeux ouverts, je continue de courir parce qu'ils sont toujours là. Ils me reprochent encore et encore d'exister. Alors s'il vous plaît, pardonnez-moi s'il vous plaît, d'avoir décidé de vous quitter. On dit souvent qu'on est l'auteur de notre propre histoire, et que la vie s'apparente à un livre, de longs enchaînements de scènes liées les unes aux autres par les circonstances et le destin. Cependant, certaines histoires n'ont pas le temps d'avoir une fin, et il arrive qu'on s'arrête au beau milieu d'un chapitre, le stylo suspendu au-dessus de ces pages qu'il ne retrouvera jamais plus. Alors maintenant, on coupe les freins, on appuie sur l'accélérateur et on arrête de fuir. En moyenne, chaque année, plus de 700 000 élèves sont victimes d'harcèlement scolaire. 700 000. Le plus souvent,
Cela est dû à des rumeurs stupides, lancées par des camarades, ou je dirais plutôt des bourreaux, dans le but de rigoler. Oui, parce qu'en effet, le harcèlement a pour seul intérêt de juger le physique, le comportement, la personnalité, les goûts, le genre, la personne, pour rire. Moi, je dirais simplement le plaisir de faire souffrir. Et je sais que le harcèlement est un mot interdit. On ne l'entend pas, on ne le voit pas et on ne le prononce pas. Et je déteste cette certitude qui fait qu'à l'heure où je vous parle, une ou plusieurs personnes se font moquer, agresser, et ceci de manière répétée parce que c'est tellement drôle de faire souffrir les gens. Alors vous devez vous dire, c'est bon, on en entend déjà assez parler. C'est vrai, mais ça existe, alors ne fermez pas les yeux parce que ça pourrait être vos frères, vos sœurs, vos amis, vos enfants, vous. Ça n'arrive pas qu'aux autres, vous n'êtes pas intouchables. Alors on fait quoi? On attend, on regarde, on espère que les méchants deviennent gentils. Ou mieux, on espère qu'il y ait un suicide. Comme ça, on pourra seulement dire que c'est trop tard. Et le lendemain en classe, quand il y aura un siège de vide, on gardera seulement le souvenir de leurs larmes, de leurs cris, de leur désespoir et de leurs rêves. Peut-on forcément en arriver à ce moment dramatique ou est-ce qu'on essaye d'agir avant? Parce que finalement, c'est toujours une fois qu'ils sont morts qu'on se dit que on aurait dû faire quelque chose. Pour voir ceux-là qui avaient fait le choix de victimiser leur nom. Moi, j'ai fait le choix de donner ma voix pour enlever la douleur. Ma voix pour que le silence est symbole de sécurité, et ma voix pour ceux qui n'en ont plus, mais qui hurlent pour qu'on les entende. Alors, s'il vous plaît, fermez les yeux parce que tout est tellement plus beau quand on ne le voit pas. Conformisme. Rimant avec mimétisme, tant dans la forme que dans le fond, il permet à n'importe qui de se fondre dans la masse en imitant simplement le comportement de l'autre. Une chose bien utile en société, certes, mais qu'en est-il de l'humain? Où est cette chose qui fait que nous sommes un? Qu'en est-il de la personnalité et en somme, qu'en est-il de notre liberté de penser? Lorsque je me balade dans les rues de ma ville, je vois cette masse humaine, tous accrochés à leur téléphone, tous habillés de la même sorte. Je ne vois plus d'originalité, plus de singularité dans une seule de ces entités. Et comme le dit si bien Necfeu, je ne vois plus que des clones. Mais doit-on accepter cette condition? Eh bien, je dis non. Non. Je ne veux pas suivre la masse pour me faire des compagnons. Je veux pouvoir marcher à mon propre rythme, comme je le désire, et seulement ceux voulant bien m'aimer ainsi pourront me suivre. Les autres faquins, passez votre chemin, je ne veux ni de votre vin, ni de votre pain. Alors oui, je dis non. Non merci, je ne veux pas de cette société de conformité où chacun doit... Alors oui, je dis non. Je ne veux pas de cette société de conformité où chacun doit rester de son côté sans jamais évoluer. Alors oui, je dis non. Non merci à cette société de conformité où chacun doit rester de son côté sans jamais pouvoir évoluer ni avoir la capacité de ne pas même exprimer ses propres vérités. Non. Non, merci, je ne veux pas m'appeler Sean, aller dans un pré, manger l'herbe toute la journée, puis ensuite remarquer cet étranger à la blouse blanche, le suivre moi et mes compagnons, sans remarquer que sur le bâtiment auquel il nous guide, il y a marqué sur la devanture abattoir, sans jamais une seule fois me poser la question, mais enfin, où va-t-on? Mais alors, vous allez sûrement me poser la question, est-ce que le conformisme est relevé dans toutes les situations? Eh bien tout de même, non. En effet, le conformisme est bénéfique dans la situation où il permet aux tout petits enfants de regarder, d'observer ses propres parents et les autres tout petits enfants afin de comprendre et de s'intégrer à la société. Aussi, le conformisme se veut bénéfique dans la mesure où il peut parfois créer un sentiment d'union pour défendre une même cause. Ainsi,
c'est sortir de la masse pour mieux y re-rentrer, mais cette fois-ci avec l'intention de charger tel un bélier. Mis à part ces situations, s'il vous plaît, libérons-nous de ce conformisme qui nous enchaîne tels des animaux de ferme. Arrêtons de vouloir paraître cool, de vouloir plaire à tout prix, et essayons au moins de devenir intéressants. Affirmons nos amours, nos cris et nos goûts. S'il vous plaît, donnez-moi un de ces philosophes des Lumières, tels Voltaire ou d'Alembert, qui se sont affranchis des règles pour mener leur peuple vers l'éclaircissement de la pensée. S'il vous plaît, donnez-moi une de ces femmes, telles Marie Curie ou Rosa Parks, pour qui les normes étaient trop restrictives et qui ont décidé de changer les règles du jeu. S'il vous plaît, changeons les règles comme eux. Arrêtons de suivre la masse et devenons la meilleure version de nous-mêmes. Brillons. Arrêtons de rester dans ce conformisme qui nous enferme dans une bulle de confort et ensemble devenons forts. Forts ensemble, mais tous différents. Mesdames, Messieurs, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour traiter d'un sujet qui me tient énormément à cœur et qui concerne chacun d'entre vous. Et plus spécifiquement les jeunes, auxquels il appartient de faire changer le monde. Il est à ce jour impératif de réduire notre consommation de chair animale. La consommation annuelle d'un Français est en moyenne de 85 kg de viande. Ce chiffre a augmenté de 227% depuis 150 ans. 250%. Vous vous rendez compte? Certains diront que l'homme mange de la viande depuis la nuit des temps, que c'est le propre de notre espèce, que la chaîne alimentaire a toujours été conçue ainsi. C'est une idée fausse. Nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, étaient avant tout cueilleurs. Nous avons oublié nos ancêtres. Oublié que pour eux, les aliments carnés n'étaient qu'un dernier recours à leur survie. Si vous considérez qu'acheter une barquette de poulet au supermarché est nécessaire à votre survie, vous vous leurrez. Nos ancêtres n'étaient pas de grands amateurs de chair animale. Et peut-être que dans 200 ans, les hommes se moqueront de cette pratique qu'est la surconsommation de viande. Pour ceux qui s'inquiéteraient quant à leur santé, laissez la science vous éclaircir. Il est vrai que le manque de fer et de protéines peut produire des carences alimentaires. Malgré tout, la majorité des nutritionnistes s'accordent à dire que le végétarisme ne comporte aucun risque lorsqu'il est bien compensé. Oui, ce peut être surprenant, mais cependant incontestable. On peut compenser ce manque grâce à d'autres produits comme les œufs ou le lait, ou encore comme les légumineuses, qui ont les mêmes apports en énergie que la viande. Ces scientifiques disent même que la plupart des gens en mangent bien trop et que cela crée notamment des maladies cardiovasculaires, du diabète et des cancers. D'ailleurs, votre santé ne semble pas beaucoup vous intéresser lorsqu'il s'agit d'ingérer quotidiennement des produits très toxiques. Je m'adresse ici aux amateurs de Nutella ou à ceux qui boivent des litres de soda. Vous, en somme. Je voudrais enfin vous dire ceci. Pour celles et ceux qui ne se sentent pas capables de réduire leur consommation de viande, car le goût leur plaît trop. Rappelez-vous qu'en aucun cas, cela relève d'une incapacité. Oui, il s'agit bien ici d'une question de goût, et uniquement de goût. Mais pour satisfaire vos papilles, on fait subir aux animaux des atrocités. Et cela ne rend pas ce goût un peu plus amer. Vous avez tous vu défiler des informations, des vidéos sur la maltraitance animale. Et même s'il faut faire la différence entre les fake news et les informations véridiques, on peut tous dire que les abattoirs sont un fléau pour la condition animale et pour l'écologie. Les animaux sont, comme nous, des êtres vivants. Les animaux ont donc, comme nous, des terminaisons nerveuses, une sensibilité. N'est-ce donc pas un terrible crime que de leur infliger une telle douleur? Je ne vous demande pas à tous d'arrêter de manger complètement de la viande. Non. Mais je vous implore de réduire votre consommation de chair animale. Pour la biodiversité,
et pour l'humanité. Merci. Quoi que puisse dire 99,91% des habitants de ce monde, les moustiques sont des bienfaiteurs de l'humanité. Inutile de faire ces têtes scandalisées. Laissez-moi plutôt vous présenter les nombreuses et innombrables vertus des moustiques. Nous allons commencer par la première, qui est évidemment de nous empêcher de nous endormir en cours. Oui, car nous avons tous eu ces longues et ennuyeuses heures de cours durant lesquelles la seule chose dont nous voulions était de plonger dans un sommeil profond. Eh bien, imaginez qu'il est à ce moment-là un moustique dans la pièce avec vous. Vous serez sur vos gardes, trop occupés à chercher le moustique, que vous ne penserez même plus à vous endormir. C'est pourquoi vous devez, et nous devons, remercier du fond de notre cœur les moustiques. Car par leur seule présence, ils nous évitent les remontrances de nos professeurs. N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, je voudrais vous parler de la chasse aux moustiques. Comme vous le savez peut-être, il s'agit d'une activité qui consiste à frapper un moustique, généralement dans le but de le tuer. Pour réussir votre coup, il vous faudra choisir le bon outil. Alors certains utilisent simplement leurs mains, généralement car ils n'ont rien d'autre. D'autres, que l'utilisation de leurs propres mains pour cette tâche aussi ingrate répugne au plus haut point, préfèrent utiliser une tapette à mouche. Oui, alors ça c'est pour les plus sophistiqués évidemment. D'autres préfèrent utiliser une tablette. Ça, ce sont pour les plus riches, voire les moins soucieux. Et puis, il y a la dernière catégorie de personnes qui utilisent une assiette. Oui, une assiette. Ça, je crois que ce sont ceux qui ne se soucient point de l'hygiène. Il nous reste, je crois bien, 2 bénéfices des moustiques à aborder. Le premier étant de tester gratuitement votre audition. Si vous voyez un moustique passer devant vos yeux comme ceci, vous le voyez, hein, vous le voyez. Mais vous n'entendez rien. Pas le moindre petit bzzz énervant. Pas le moindre petit bourdonnement. Rien. Alors, je vous conseille vivement, mais vivement, d'aller prendre rendez-vous au plus vite chez votre médecin. Car vous êtes de toute évidence souffrant de surdité soudaine ou d'hallucination précoce. Je voudrais passer maintenant au dernier bénéfice des moustiques. Et attention, ce n'est pas des moindres, car c'est celui de vous permettre de vous défouler. Si vous voyez un moustique devant vous, préparez-vous, car vous allez pouvoir le frapper avec toute votre force, avec toute votre colère, avec toute votre haine, sans risquer de faire de mal à une mouche. Oui, car en l'occurrence, nous parlons d'un moustique. Alors, sauf si ce moustique est posé sur le dos de quelqu'un. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller doucement. Sauf si vous n'aimez pas cette personne. Hein. Dans ce cas-là, faites ce que vous voulez. Mais laissez-moi en dehors de tout ça, s'il vous plaît. Nous venons de voir que les moustiques nous procurent un divertissement de premier choix. Ce qui fait, nous allons tous nous accorder là-dessus, des animaux indispensables à la survie de notre espèce. Mais j'aurais aussi pu vous dire que les moustiques sont une partie essentielle de la biodiversité de notre planète. J'aurais pu vous dire que s'ils venaient à disparaître, les poissons eux aussi viendraient à disparaître. Alors je sais, pour bon nombre d'entre nous, ce ne serait pas une conséquence insurmontable. Hein. Moi par exemple, la prochaine fois que vous verrez manger du poisson, ce sera la prochaine Saint-Langlin. J'aurais même pu faire un discours de 1h30 pour vous dire que tous les êtres vivants présents sur Terre, qu'ils soient moustiques, poissons, animaux, humains, tous, ont une raison d'être ici, un rôle à jouer. Que ce n'est pas à nous de choisir qui doit vivre ou qui doit mourir. Et vous tous ici, qui passez tout votre temps, déployez toute votre inventivité à essayer de les tuer. Mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Merci. La première fois, on est surprise. On ignore.
on baisse la tête. On relativise tout de même. Il y a toujours pire. On voudrait prendre de la distance, en rire, s'en moquer, l'oublier même. Mais accumulation oblige, cela devient impossible. On est obligé, on se doit de se défendre. On ne peut pas laisser un inconnu nous dénigrer, nous juger autant seulement parce qu'on ne fait pas ou dit pas ce qu'il voudrait entendre ou voir faire. Un sentiment qui appartient peu au genre féminin, supposé encaissé pour se protéger, sous peine de passer pour une hystérique. La France réagit. Il y a 3 ans, notre pays devenait le premier au monde à punir le harcèlement de rue. Les sifflets, les menaces, les insultes subies au quotidien par des milliers de femmes. Ces violences qui visent les femmes parce qu'elles sont femmes sont inacceptables. Qui, aujourd'hui, parmi vous, mesdames, peuvent prétendre n'avoir jamais été sifflées, n'avoir jamais été interpellées, n'avoir jamais été insultées par un homme en pleine rue? Qui, aujourd'hui, parmi vous, mesdames, peuvent prétendre n'avoir jamais entendu ce genre de phrase? « Eh, mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe ?» Le harcèlement de rue empêche la femme de s'affirmer en tant qu'individu féminin qui assume ses formes, ses atouts, ses particularités. Porter une jupe, une robe, un décolleté, même un débardeur, ce n'est pas un appel, une invitation à la provocation. Vous trouvez ça provoquant, vous? La femme a le droit de porter des vêtements qui la mettent en valeur, sans pour autant passer à vos yeux, messieurs, comme un objet sexuel. Je dénonce car je suis une victime de cette insécurité. Je supporte les remarques, j'ignore les insultes et je baisse la tête. Mais un matin, alors que j'attendais mon bus à son arrêt, une voiture s'est approchée de moi, s'est arrêtée devant moi. 2 hommes. 2 hommes sont alors sortis du véhicule. Fuir. Fuir était la seule solution qui s'offrait à moi. Pourquoi? Pourquoi étais-je obligée d'en venir à ça? Pourquoi maintenant, dès que je sors de chez moi, j'ai peur? J'ai peur dès que je croise un homme, que je vois une voiture ralentir, s'arrêter devant moi. Pourquoi? Est-ce normal? Je dénonce cette violence et cette méprise qui fait de la femme ce qu'elle n'est pas et qui exprime maladroitement et violemment le fait d'être attirante. Le harcèlement de rue est quotidien et ne s'arrête pas une fois que l'on quitte le trottoir. Même si la part des choses doit être faite et que les hommes ne tiennent pas tous ces propos, draguer n'est pas un délit. Il n'y a pas de mal à trouver une personne séduisante et à le lui faire savoir, seulement si c'est fait avec respect et bienveillance. Alors, messieurs, à votre courtoisie. Un grand bravo pour vos prestations d'une grande qualité, avec beaucoup d'émotion, de la diversité. Et donc nous avons, moi je parle peut-être au nom de mes collègues, mais vraiment passé un excellent moment. Trop rapide encore, mais nous avons vraiment passé un très bon moment. Vous êtes tous impatients d'avoir les résultats. Alors, on s'est donné aussi une règle entre nous, c'était de ne pas nous positionner pour nos élèves de nos établissements. Comme à l'Eurovision. Vous voyez qu'on frôle l'Eurovision. Voilà. Alors, trois gagnants, mais j'allais dire que vous êtes tous gagnants déjà. Hein. Mais voilà, nous avons Alors, vient à la 3e place de l'Assomption Bellevue, Théa. Merci à tout le monde et
particulièrement à mon lycée qui m'a accompagnée aujourd'hui et surtout à ma famille et mes amis. La deuxième place revient à Isor. Merci beaucoup à Madame Frangin et Madame Stoffel de nous avoir accompagnés et un peu poussé à le faire. Et merci à ma classe aussi qui m'a vraiment beaucoup aidée. Vraiment, merci. La première place revient à Luna de Rosa Parks. Voilà, toutes nos félicitations. Je voulais remercier tous les enseignants, tous les chefs d'établissement, tous les adultes qui ont effectivement accompagné depuis plusieurs mois tous nos jeunes. Voilà, pour l'aboutissement de ce long travail. Donc un grand merci à tous les adultes des différents établissements. Et merci aux familles, aux parents qui sont venus aussi soutenir les jeunes.